La définition qu'on a en tout cas du métavers, c'est vraiment la synchronisation en temps réel d'un processus d'entreprise, par exemple optimiser ou réduire le coût carbone d'une chaîne logistique. Le métavers n'est pas seulement un monde virtuel un peu enfantin comme celui présenté par Mark Zuckerberg. Le concept de métavers peut revêtir de nombreuses formes, y compris dans le secteur des entreprises. Le métavers, Microsoft aussi s'y met, quitte à rebaptiser métavers des choses qui existaient déjà avant, comme le casque HoloLens. On en parle avec mon invité. Bonjour Xavier Perret. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur de l'entité Azure chez Microsoft France. Microsoft qui a un nouveau mot à la bouche, métavers. Alors, il y a des éléments du métavers que vous connaissez bien, en effet, avec le casque HoloLens, tout ce qui est réalité mixte. Mais vous êtes sur le métavers, on va dire, plus professionnel, pour les industriels. En quoi le métavers peut intéresser les entreprises ? En fait, si on revient déjà sur la définition qu'on a en tout cas du métavers, c'est vraiment la synchronisation en temps réel de soi, si on peut le dire sur le métaverse plus consumer, mais aussi d'un processus. Consumer, donc grand public. Consumer, grand public, exactement. D'un lieu, d'un processus d'entreprise. Et donc, ce qu'on va chercher, c'est à le synchroniser en temps réel, finalement, comme on le faisait avec l'Internet des objets. Mais surtout, on va vouloir le simuler, on va vouloir l'optimiser. Par exemple, optimiser ou réduire le coût carbone d'une chaîne logistique. Alors, de quelle manière ? Donnez-nous quelques exemples. Alors, par exemple, on a un brasseur hollandais qui a une chaîne de production pour construire de la bière, en l'occurrence. Ouais. C'est un processus extrêmement compliqué. Et donc, il va modéliser l'ensemble de la chaîne de fabrication depuis l'ingestion finalement des premières, le froment, je sais plus les éléments constitutifs d'une bière. Derrière, la cuve, l'état de la cuve. Il va y avoir un certain nombre de données qui vont remonter. Et puis le système va créer un jumeau numérique, un clone finalement, qu'un opérateur va pouvoir voir. Et puis le système va automatiquement dire, peut-être qu'il faut changer les paramètres parce que d'ici 2 heures, la cuve va déborder, il va se passer quelque chose. Ou peut-être qu'il faut que j'aille faire intervenir quelqu'un. Et alors un opérateur en local va intervenir ensuite. Et puis il va peut-être aussi être guidé à distance via donc ce casque de réalité mixte, qui est le casque HoloLens, pour se faire guider en disant il faut changer ça, il faut bouger ça directement en surimpression finalement de l'ensemble des cuves, de son tableau de bord. Quoi. En quoi c'est du métavers ça ? C'est du métavers si on prend une définition assez simple qui est j'ai créé une synchronisation d'un monde virtuel vers un monde réel, vers un monde virtuel en temps réel. Alors là, il ne s'agit pas de moi, du coup, et de mon avatar. Il s'agit d'un processus, tout simplement. Donc en ça, les technologies sous-jacentes sont les mêmes que celles dont on parle beaucoup dans le métavers classique, grand public. On va trouver finalement, je me synchronise, mais surtout, je peux le simuler, je peux créer mon objet numérique, et puis je peux le voir en 3 dimensions. Donc on a bien cette incursion de la 3 dimensions dans l'analyse, la collaboration en entreprise. Vous avez des collaborations également avec Renault, je crois. Ouais, tout à fait, oui. Ça se traduit comment ? Ça se traduit avec Alpine, groupe Renault par exemple. Si on se prend le cas de la Formule 1, on va de la même façon. Ce qu'il faut savoir sur la Formule 1, c'est que la donnée est extrêmement précieuse et surtout tout est en temps réel. Le temps est critique. Dans la Formule 1, on le sait bien, chaque microseconde compte. Donc on va créer finalement un clone numérique en temps réel de l'objet qui est la voiture automobile, et puis elle va pareil simuler ce qui va passer pour par exemple optimiser le changement de pneu au bon moment. Que se passe-t-il si je le change, et puis peut-être mon concurrent va le changer aussi, donc est-ce qu'il faut que je fasse des médiums, des softs, des pneus un peu différents. Donc c'est finalement la création dans un univers virtuel de l'objet qui est en train de bouger directement pour prendre des bonnes décisions, tout simplement. Donc ça, c'est l'univers qu'on arrive à créer dans une entreprise, avec d'un côté le casque, le lens dont vous parlez, qui permet d'avoir des informations, de visualiser les choses. Derrière, il y a de la puissance de calcul, il y a du stockage, il y a des modèles, il y a des jumeaux numériques. Ça, c'est la dimension cloud. Exactement. Donc chez vous, Azure. On est dans les outils Microsoft et on sait que l'un des enjeux du métavers, ça va être un peu de s'ouvrir. Comment est-ce que ce métavers, même si j'ai tendance à mettre des guillemets, pourrait s'interfacer avec d'autres marques, d'autres entreprises, etc. C'est envisageable ? Alors oui, complètement. Il y a plein d'éléments où finalement on a tout intérêt à ouvrir. Par exemple, si je crée mon avatar moi-même, j'ai tout intérêt à ce que mon avatar puisse être utilisé dans d'autres univers. Je l'ai créé sur Teams, je veux pouvoir le créer ailleurs. Par ailleurs, sans avoir besoin d'en créer un nouveau. Je veux qu'il me représente. Alors peut-être c'est pas le même domaine, mais je veux pouvoir effectivement le réutiliser derrière. Donc c'est un sujet presque d'identité numérique, comme on le trouve aujourd'hui dans le monde classique Web 2.0.
Un autre élément, ça peut être, j'ai une réunion Teams, mais j'ai un casque qui n'est pas un casque XY ou HoloLens tout simplement. Donc, est-ce que je peux utiliser le casque de Meta ? Ça tombe bien, c'est l'annonce qu'on a faite il y a quelques semaines, dans lequel on permettait finalement au casque Oculus, derrière de Meta, de pouvoir s'interconnecter, donc visualiser du Teams, tout simplement, directement. Donc on a différents niveaux d'interconnexion derrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est comme dans la démarche dans le cloud, c'est-à-dire qu'on est complètement ouvert sur chaque couche technologique pour justement que l'adoption se fasse, qu'elle soit en entreprise, qui est plutôt notre angle aujourd'hui, ou dans le monde grand public, comme on va avoir d'autres acteurs derrière qui se positionnent. Alors l'adoption précisément, où est-ce qu'elle en est ? Parce que vous montrez un certain nombre d'outils, de cas d'usage, etc., mais qui ne sont pas forcément très nouveaux. Est-ce que les clients sont au rendez-vous ? Est-ce que de nouvelles entreprises s'intéressent à ces technologies, comprennent le bénéfice qu'elles pourraient en tirer ? Oui, alors on va trouver une adoption forte, ou qui commence à être forte, là où justement il y a de la valeur. Donc, dans l'industrie lourde, on va dire, là où il y a un vrai intérêt, par exemple, je suis un opérateur sur une usine, et c'est extrêmement compliqué. J'ai peut-être appris il y a longtemps comment intervenir, mais voilà, une alerte qui apparaît une fois tous les 6 mois, je suis peut-être pas le plus adapté pour y répondre. Par contre, je suis le seul en local. Là, il y a une vraie valeur à directement faire appel à un ami, comme on dirait, donc via le casque HoloLens, ça s'appelle Remote Assist, et de pouvoir être guidé par un opérateur niveau 3 qui, lui, le fait plus souvent parce que peut-être qu'il gère une dizaine, une vingtaine, une centaine d'usines, et donc ce problème-là, il est capable de guider l'opérateur en local. Et donc ça évite que l'opérateur niveau 3, finalement, ait à se déplacer. Donc, pour quel type d'installation, par exemple ? Donc installation d'usine, on a le cas avec Saint-Gobain, par exemple, on a le cas sur des usines sensibles, voilà, donc plus très industriel, type ces vaisseaux. On va trouver ce genre de cas d'école, tout simplement. C'est un double intérêt. Évidemment, économie de coût, pas de déplacement pour celui du niveau 3, meilleure utilisation de cet expert-là, et puis élimination du coût carbone, qui est complètement revendiqué par ces entreprises aussi. Pourquoi ? Où est le coût carbone ? Où est le gain ? Le transport, j'évite un transport tout simplement d'une personne qui pouvait se déplacer. Avant, elle se déplaçait dans une quinzaine de sites tous les jours. Tout simplement, elle ne se déplace plus, elle est sur son poste, et puis elle est capable d'intervenir à distance via des opérateurs locaux. Y a une question qui est un peu liée à tout ça, c'est celle des données personnelles et de la protection des données personnelles, notamment des données des entreprises, avec derrière la question de la souveraineté numérique, c'est un sujet sensible. Microsoft reste une entreprise américaine. Est-ce que vos clients ne sont pas un peu effarouchés par ça ? Beaucoup de clients français n'ont pas forcément envie aujourd'hui de s'ouvrir à des grands opérateurs américains. Non, alors il y a une vraie sensibilité en France, c'est pas le seul pays d'ailleurs, sur les données personnelles, et c'est légitime, et tant mieux d'ailleurs là-dessus. Donc nous on a des réponses là-dessus tout simplement. Nos clouds sont donc en France depuis déjà 4-5 ans derrière. Donc des régions, la région France et un ensemble de data centers en France. On a des engagements extrêmement forts pour que les données ne sortent pas de France puisque vous décidez où vous mettez vos données, mais aussi de l'Union européenne, c'est-à-dire l'ensemble des services sur Azure où vous allez utiliser le moindre service en fait d'authentification derrière. C'est peut-être un autre service pour un service annexe, etc., restera en Europe. Donc les données ne sortiront pas de la zone européenne. Elles ne sortiront pas de l'Europe, mais est-ce qu'elles seront concernées par les lois extraterritoriales américaines, le Cloud Act, le Patriot Act ? La plupart de nos clients n'ont pas ce besoin-là. Le marché du cloud continue à progresser parce qu'il y a une vraie innovation. Il y a une vraie réduction carbone d'ailleurs de passer au cloud. Et puis ensuite, on a un dispositif qui est en cours de construction avec l'entreprise Bleu qui va permettre finalement de faire du Azure mais en mode Secnum Cloud, donc avec la bonne réglementation, j'allais dire, qui est aujourd'hui définie pour permettre, sur ces types de clients qui ont cette problématique vraiment précise, de pouvoir y répondre. On avait dit à un moment que HoloLens avait peut-être un peu de plomb dans l'aile. Comment va le casque HoloLens ? Est-ce qu'il est toujours parmi les priorités de Microsoft aujourd'hui ? Il l'est toujours, c'est-à-dire que pour répondre à votre question, les use cases, les cas concrets d'application dont on a parlé, de pouvoir simuler des processus, pouvoir simuler d'une certaine façon, de faire de l'assistance à distance, restent des priorités parce qu'ils ont une vraie valeur sur les entreprises. Après, est-ce que c'est via un dispositif de type HoloLens ? Oui. Est-ce que c'est via d'autres dispositifs de casque, voire directement depuis mon téléphone ? Oui aussi. On a un enjeu aujourd'hui de pouvoir finalement faire cette expérience-là aussi sur plein d'autres devices derrière. En revanche, effectivement, la technologie sous-jacente, c'est celle du cloud.
derrière sur Azure. Donc on va trouver plein de produits pour ancrer l'objet dans l'espace, etc. sont des grosses priorités évidemment chez Microsoft. Ouais. Ce qui veut dire que de toute manière, le chemin du métavers, pour reprendre le mot du point de départ, il est tracé, c'est sûr, mais ce sera pas forcément avec le casque HoloLens qui était un peu là pour ouvrir la voie en fait. Il est toujours là. Il est là aussi pour ouvrir la voie, mais on est. Il n'a pas vraiment d'équivalent pour l'instant. Il y a d'autres cas. Il y a d'autres cas d'école. Il est probable qu'un jour aussi le métaverse grand public, probablement suscite de l'adoption sur certaines générations. Et donc là aussi, ce sera peut-être d'autres dispositifs de casque. Nous, on sera là pour fournir les plateformes technologiques derrière, associées, cloud, telles qu'on vient d'en parler finalement, Jérôme. Très bien, on comprend bien la stratégie. Merci beaucoup Xavier Perret, directeur de l'entité Azure chez Microsoft France. Merci Jérôme.